Ok, parfait. Donc, on va débuter dans quelques secondes. Est-ce que les mots de bienvenue, c'est toi qui le dis, Oui, Julie? c'est moi qui commence. Oui. Ok, bienvenue, chers invités, et aussi à Madame la panéliste, Juliane Brousseau. Donc, nous sommes aujourd'hui à la conférence du 9 avril parlant de violence conjugale. Donc, je vais laisser la parole à Julie, directrice et fondatrice de CIFIAC, pour le mot de bienvenue. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là ce soir pour notre troisième conférence. Et notre sujet d'aujourd'hui, c'est la violence conjugale dans le temps des confinements, comment y remédier. Et pourquoi nous avons choisi ces sujets? Parce que c'est vraiment un sujet d'actualité. Depuis le confinement, on a remarqué les taux de violence conjugale a augmenté. Et voilà pourquoi nous voulons sensibiliser les femmes qui rencontrent ces problèmes-là. Et nous avons invité aujourd'hui Madame Juliane, l'intervenante sociale, qui va nous parler des problèmes avec le caméra, mais elle va devoir parler et on va l'écouter. Par la suite, on va passer la parole à Madame Juliane. Merci. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Julie. Donc, aujourd'hui, on reçoit une invitée, Madame Juliane Brousseau, qui sera notre panéliste sur la violence conjugale. Donc, concernant la présentation de Madame Juliane Brousseau, c'est une dame issue des parents immigrants nés au Canada, originaire du Nord ontarien. Donc, diplômée en technique de service social au Collège Saint-Laurent, elle a reçu le palmarès du doyen de la faculté de service social en 2006. Elle cumule par la suite 15 années d'expérience dans la relation d'aide auprès d'une clientèle variée. Toute jeune, à l'âge de 12 ans, elle anima des conférences sur la violence conjugale dans son école secondaire. Passionnée dans la relation d'aide et dans l'animation, Madame Juliane aime travailler en santé mentale et déficience intellectuelle. Son souci majeur est de défendre les vulnérables. Ayant vécu avec une maman non-voyante, Madame Juliane consacre sa carrière dans la relation d'aide en suivant les traces de sa mère, qui est une travailleuse sociale en santé mentale. Les femmes vivant dans la violence conjugale sont aujourd'hui une préoccupation pour notre société et SIFIAC se joint effectivement à cette cause-là pour démystifier effectivement la violence conjugale en période de confinement et également pour aider aussi les personnes avec des ressources disponibles et des conférenciers comme Madame Juliane à qui vous pourrez poser toutes vos questions pour une orientation plus claire de la chose et cible effectivement les services nécessaires pour votre besoin. Donc, voilà, concernant la présentation, on va passer également à la période de questionnaire que je vais laisser Madame Julie poursuivre. Et puis, voilà, merci beaucoup. OK, bonsoir. On commence la première question. Madame Juliane, que pensez-vous de la violence conjugale? Qu'est-ce que je pense de la violence conjugale? Bon, c'est une question assez chargée. Je crois pas que c'est correct. C'est quelque chose qui est souvent mal compris. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est juste quelque chose de physique et que ça finit là. Mais ça comprend tellement de choses. Ça comprend tellement de différentes parties que c'est difficile
si on n'est pas éduqué, c'est facile de se perdre et de ne pas reconnaître les signes de la violence conjugale. Ça a un effet ça affecte les familles, ça affecte la société, ça affecte tout plein de choses. C'est pas juste des personnes qui sont directement affectées, qui sont touchées directement, mais ça va vraiment avoir un effet dans la société. Et c'est quelque chose aussi qui a un cycle et qui peut avoir des effets sur les générations qui suivent. C'est quelque chose souvent qui est appris. Si c'est ce qu'on a vécu, nous, des fois, on n'est pas capable de savoir que c'est quelque chose qui n'est pas correct. Et souvent, la violence conjugale, c'est aussi quelque chose qui rentre en douceur. Donc, souvent, avant qu'on réalise ce qui se passe, on est déjà... C'est souvent trop tard. C'est souvent... ça arrive assez vite ou assez... Non, pas vite, mais doucement et en douceur. C'est des petits mots, des petits gestes de temps en temps, des regards incorrects, c'est des commentaires. Ça commence avec des commentaires, ça peut commencer avec l'isolation, ça peut commencer en se moquant, en disant non, tu n'as pas le droit de faire ceci, non, fais pas cela, je veux pas que tu fais ça. Ça peut commencer avec la jalousie. Ouais, c'est un peu. Et ça peut arriver à n'importe qui. Il n'y a pas une personne en principe qui en est sujet. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être quelqu'un autant de riche, autant que pauvre, autant que éduqué, non éduqué. C'est quelque chose qui arrive depuis longtemps et qui a vraiment besoin, que les gens ont vraiment besoin d'être éduqués pour pouvoir prévenir et reconnaître qu'est-ce qui se passe. Voilà. Merci beaucoup, Madame Juliane. C'est ça, c'est comme je pourrais ajouter aussi, on a plusieurs sortes de violences conjugales. Et on a la violence sexuelle, on a l'abus physique, matériel. Et comme Madame Juliane vient d'expliquer, elle a presque tout dit, donc c'est ça. Puis des fois, quand on vit ça, on ne le remarque pas. Et on va passer à la deuxième question. Et je peux ajouter à ça aussi, Julie, c'est que souvent, c'est pas la personne qui subit la violence qui va le remarquer, mais des fois, c'est les gens qui l'entourent. C'est son entourage qui va lui faire remarquer, hey, ça, c'est pas correct, ça, c'est pas normal. Mais des fois, ça fait tellement longtemps que ça se passe dans la relation qu'on pense que c'est la norme. Et ouais, donc c'est souvent, c'est à l'aide de quelqu'un d'autre, c'est l'aperçu de quelqu'un d'autre qui met la puce à l'oreille à la femme que quelque chose ne va pas. Une question, je passe à la deuxième question. Quelles sont les causes de la violence conjugale selon vous? Qu'est-ce qui cause qu'une relation devienne abusive? Oh, il y a beaucoup de différentes causes. Ça, c'est une grande question. Donc, la violence conjugale, en premier, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'un sens de contrôle et qui se sent impuissant et que selon cette personne, la façon de retrouver ce contrôle, c'est en étant dominant sur son conjoint ou sa conjointe. Et puis, c'est vraiment la recherche du pouvoir, d'avoir le pouvoir d'être la personne en charge, d'être la personne qui a le dernier mot
envers son partenaire. Donc, étant dit ça aussi, les causes, il y a beaucoup de différentes causes. Il peut y avoir des causes, euh, la cause qu'on n'a jamais connu autre chose. Ça peut être une estime de soi qui est très faible, avoir subi la violence. Si un enfant a vu ses parents dans une relation violente, c'est ce qu'il a appris. Et s'il n'a pas appris, j'utilise il dans ce sens, s'il n'a pas appris autre chose, il va répéter le même patron parce qu'il ne sait pas que ce n'est pas correct. Il y a aussi le fait que dans la société, dans beaucoup de sociétés, c'est considéré acceptable. On n'en parle pas, c'est très caché. On ne discute pas de la violence conjugale ouvertement. Donc, beaucoup de personnes ne savent pas que ça se passe. C'est caché derrière les portes. Des fois, il peut y avoir des causes. Si quelqu'un a passé à travers un deuil, ça va peut-être changer la façon que quelqu'un pense et qui réagit. Ça peut être, s'il y a vraiment des changements dans leur vie, ça peut venir avec la naissance ou une grossesse. Souvent, les femmes les plus à risque c'est quand ils sont enceintes. C'est un des plus gros risques pour les femmes pour la violence qui se développe, c'est durant une grossesse. Ça met en question le rôle du père ou du partenaire. Il y a aussi donc la perte de matériel. En ce moment, la société est tellement différente aujourd'hui qu'il y a 2 ans passés. Mais dans la dernière année, tout le monde on est toujours coincés ensemble. On n'a pas accès aux mêmes activités. On n'a pas accès, on est coincés, beaucoup de gens travaillent à la maison. On ne peut pas partir en voyage, on ne peut pas participer à nos loisirs, on ne peut pas facilement se retrouver entre amis. Les enfants ne vont pas à l'école. On est très coincés ensemble. Et cela, des fois, ça pourrait facilement mener à la violence, à la jalousie. C'est juste, des fois, on se tombe sur les nerfs. Et puis, si on n'a jamais appris à faire la gestion de notre colère, ben des fois, c'est notre partenaire qui va recevoir le résultat. Mais oui, les causes, c'est tellement répandu. Pendant longtemps, 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 la femme, c'était elle qui était supposée d'être docile. C'était la personne qui prenait charge de la maison. C'était acceptable, c'était attendu. C'était pas questionné. Les femmes s'attendaient à être battues. Et il y avait même pendant longtemps ce qu'on appelait en anglais « the rule of thumb », qui voulait dire que tu pouvais battre ta femme en autant que le bâton n'était pas plus épais que ton pouce. Et c'est juste que la culture, ça change aujourd'hui, mais ça a pris longtemps pour qu'on soit là, souvent, les femmes n'étaient pas compris ou ils étaient pas, on les comprenait pas. Ils se font souvent blâmer pourquoi tu n'as pas quitté ton mari, pourquoi tu restes avec, sans vraiment considérer tous les différents facteurs qui sont impliqués. Et pour quelqu'un qui serait nouvellement arrivé, c'est un manque de soutien, un manque de réseaux sociaux. On ne connaît pas les coutumes, on ne connaît pas les lois, les ressources, on ne connaît pas nécessairement ce qui est acceptable. Des fois, on a peur de la police, on a peur de reporter parce qu'on a peur des conséquences de la personne qui fait l'abus, mais aussi
On pourrait aussi possiblement avoir des mauvaises expériences dans le passé avec la police. Donc, c'est plusieurs différentes causes. Ça dépend de quel angle tu veux explorer le sujet. Merci, Madame Juliane. Vous avez presque tout dit. C'est ça. Fait que comme tu me vois, moi, je viens de l'Afrique. Puis, dans nos régions, la violence conjugale existe. Ça existe partout. Mais sauf que ça reste encore une honte pour une femme de mettre fin à son mariage parce qu'elle a un conjoint violent ou de quitter le toit conjugal parce qu'elle a subi ça. Tu vas voir même quand elle va retourner dans la famille, fait, même ses propres parents, de fond, te disent tu dois retourner comme... sont encore loin de comprendre que la violence conjugale peut causer des morts et surtout, ce n'est pas vraiment un bon exemple pour les enfants qui sont issus de ces foyers-là. Et nous autres, on est en train vraiment de sensibiliser des femmes, de pouvoir dire non à la violence conjugale, de chercher de l'aide et surtout de regarder l'avenir des enfants. Et c'est ça. Fait qu'on passe à la troisième question. Oui. Est-ce qu'un conjoint violent peut redevenir normal? Oui. Oui, s'il est voulant d'accepter son rôle, de vouloir changer et de changer de soi-même. Si on force quelqu'un à changer, les gens sont bonnes en forçant quelqu'un que ça ne va pas réussir parce que ça ne vient pas de cette personne. Ça ne vient pas de l'intérieur, de son âme. Ça vient, c'est forcé. Mais si quelqu'un est voulant d'accepter sa responsabilité, d'aller faire de la thérapie, d'apprendre d'autres moyens de communication, de faire preuve qu'ils changent, qu'ils vont changer et qui comprennent c'est quoi le cycle de la violence. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de très important à savoir. Parce que dans le cycle de la violence, il va y avoir l'acte de violence. Ensuite, le pardon, le conjoint va venir et puis il va dire « Oh, je suis tellement désolée, je suis tellement… » c'est ce qu'on a… Le terme que j'ai souvent entendu, c'est la lune de miel. Donc, c'est très amoureux, c'est romantique, c'est les cadeaux, c'est les… Oh, je m'excuse, je ne le ferai plus jamais, je le ferai plus jamais. Et ensuite, il y a un événement, la tension commence, les événements commencent à repousser, les tensions augmentent, puis là, il va y avoir un autre événement déclencheur et ça recommence. Et c'est le cycle de la violence. Donc, il faut que la personne comprenne et qui explique aussi comment ils vont changer, qu'est-ce qu'ils vont faire, qui démontre preuve qu'ils apprennent d'autres choses. Mais aussi, des fois, ça peut être que c'est juste deux personnes. C'est deux personnes qui ne sont pas bien ensemble. Et même que s'ils vont, la relation ne peut jamais se rétablir comme il faut. Même si la personne accepte d'aller chercher de l'aide et faire toutes ces choses-là, des fois, c'est juste, ils sont pas faits pour être ensemble. C'est deux personnes qui ne sont pas faites pour être ensemble. Et ils sont mieux mieux à être, ils sont mieux à être séparés que de rester ensemble. Donc, oui, il y a certainement la possibilité pour la réhabilitation, mais quelqu'un doit vraiment faire preuve de changement et on ne peut pas juste utiliser, leur prendre à la parole.
on ne peut pas juste accepter que quelqu'un va dire non, non, je ne vais plus jamais faire ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que la personne reste, que la personne a de la, je m'excuse, je vais utiliser un mot anglais en ce moment, accountability. Qui prend sa responsabilité, qui accepte sa responsabilité dans le rôle. Mais aussi, en même temps, c'est important que la personne qui reçoit l'abus se fait éduquer aussi. Je dirais aussi que c'est important que la femme se fait éduquer sur la violence et c'est quoi. Et je ne dis pas que je dirais jamais blâmer la femme, mais pour qu'elle elle soit capable de reconnaître, de savoir les signes, de savoir comment elle peut établir les limites, comment elle peut établir ses limites, qu'elle apprend c'est quoi ses choix, qu'est-ce qu'elle peut faire. Et aussi, c'est très important qu'une femme qui subit ou quelqu'un qui subit l'abus reçoit des traitements elle aussi, parce que veut pas, cela a un gros effet psychologique. Et ça va mener ça peut mener à la dépression, à de l'anxiété, au stress, à l'hypervigilance. Le post-traumatic stress disorder, c'est un terme qu'on entend souvent en santé mentale avec les soldats, avec les personnes, avec les pompiers, les policiers, n'importe qui voit les choses traumatisantes. Et même une femme qui subit la violence et c'est resté verbal ou psychologique, c'est aussi quand même traumatisant. Ça peut être aussi traumatisant que l'abus physique parce que ça joue tellement sur l'estime de soi, la confiance, la résilience de la femme, sa croyance en elle-même. Donc, c'est important que les deux parties se font traiter. Mais si l'autre personne, mais non plus, tu veux pas, ça peut pas juste être une personne. Moi, je dirais que c'est pas seulement une personne qui doit suivre, qui doit suivre un traitement avant que les choses peuvent ça doit être vraiment les deux personnes, pas juste une personne. Donc, mais c'est possible, mais pas toujours. J'ai une sous-question. Oui, vas-y. Là, tu as parlé de la thérapie et en Afrique, on n'a pas ça, par exemple. Oui. C'est comme ça, les services que nous recevons au Canada, nous n'avons pas ça en Afrique. Et moi, je dirais, par exemple, dans le cas où on n'a pas le service disponible comme de la thérapie, comme tu viens de le dire, qu'est-ce qu'une femme peut faire? Comme la victime, je parle de la victime, celle Oui. Qu'est-ce qu'elle peut faire selon toi? Ici au Canada, il y a les abris pour femmes. En Ontario, il y a Femmes Aide, qui est une ligne de soutien. On peut appeler son docteur. Si jamais tu vas à l'hôpital à l'urgence, ils vont te demander si tu es victime, s'il y a quelque chose qui se passe, si tu te sens en danger. Parler à n'importe qui, à ses amis, à un voisin, à n'importe qui, n'importe quelle personne dont tu fais confiance, à qui tu fais confiance et tu te sens à l'aise. Parce que c'est vrai, tu ne veux pas nécessairement parler avec n'importe qui non plus. Parce que ça peut être vraiment gênant d'admettre qu'on se retrouve dans une situation comme ça aussi. Donc, c'est important de trouver quelqu'un à qui tu peux faire confiance. Si tes enfants sont à l'école, tu peux peut-être parler à l'école.
Et puis, eux, ils peuvent te mettre en contact avec quelqu'un. Parce que aussi, si tu te retrouves, c'est important de faire attention quand tu le dis, à qui tu le dis, pour pas que ça revienne nécessairement à l'abuseur. Et puis, là, avec le confinement, ça devient un autre défi parce que c'est beaucoup plus difficile de sortir, de trouver les ressources qu'on aurait d'habitude. Et on n'a pas souvent, on peut appeler, mais s'il y a toujours quelqu'un qui est autour, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une conversation à ce sujet si la personne est juste à côté de toi. Donc, mais il y a des ressources. Il y a la police qu'on peut appeler pour de l'aide. Il y a le 211, 211. C'est pas le 911, c'est le 211, qui est une ligne en Ontario, qui est une ligne centrale pour tous les services que tu cherches. Tous les services sociaux qu'on peut rechercher, ils peuvent te diriger ils peuvent t'envoyer dans la bonne direction pour trouver de l'aide. Donc, si tu as une question au sujet à n'importe quel sujet, mais si tu si tu ne te sens pas à l'aise à appeler la police et tu ne sais pas où sont les abris ou tu ne connais pas la ligne d'aide, le 211, ça sera un bon numéro à se rappeler parce que tu peux les appeler et puis eux, ils peuvent te mettre en contact avec les gens qui peuvent t'aider. Merci, Juliane. De rien. Par rapport à... Je t'entends pas. chaîne YouTube. Moi, Je t'entends pas. Je t'ai pas entendu, Julie. Je disais, nous autres, le Centre des femmes immigrantes en action, on Oui. sert aussi d'autres régions de l'Afrique. Puis, eux autres, ils n'ont pas de services. Et ce que moi, je peux leur dire en ce moment, c'est de parler à quelqu'un. Quand vous vivez une relation abusive, il faut parler à quelqu'un de confiance. Et puis, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Quelqu'un de confiance, il faut vraiment parler. Parler, ne gardez pas ça pour toi-même. Et à partir de quand on parle, c'est une façon de dénoncer, puis on peut rencontrer la personne l'abuseur pour lui parler et pour trouver une solution ensemble. Donc, c'est tout ce que je peux ajouter. Puis, on passe à la 4e question. Comment traverser la violence en période de confinement? Ben, essayez de vous donner le plus d'espace possible parce que la tension est beaucoup plus haute en ce moment que d'habitude. Donc, si vous voyez que quelqu'un est de mauvaise humeur, ce n'est pas le moment de trop poser de questions, de parler à cette personne. Donnez-lui leur espace. Allez à l'autre bout de l'appartement, à l'autre bout de la maison. Sortir dehors si c'est possible, se promener. Si vous êtes capable, sortez, allez chez un voisin, allez chez quelqu'un avec qui vous avez confiance. Prendre une tasse de café ou du thé. Ça, c'est des grosses choses que je pourrais suggérer. Encore, appelez le docteur, allez chez votre docteur de famille si vous en avez, ou à une clinique, à l'hôpital. C'est pas toujours facile quand il y a quelqu'un qui est toujours à côté ou derrière vous, mais
peut-être, si vous êtes capable de, même si c'est une chose qu'on pourrait peut-être faire, une suggestion, ça serait si vous allez commander une pizza ou vous allez commander quelque chose et vous le faites sur l'Internet, peut-être vous pouvez envoyer un message dans les notes de livraison en discret. Comme ça, la personne ne sait pas, ne va pas savoir que vous avez écrit. Et comme ça, on peut vous envoyer de l'aide en douceur. Je me rappelle une fois c'est important le plus possible d'avoir nos contacts, nos personnes d'urgence. Envoyez vos documents importants. Envoyez-les chez quelqu'un d'autre. Faites des copies de vos documents. Si il y a des procédures, si vous êtes une immigrante, il y a des procédures qu'on peut suivre qui vous donneront la chance de rester au Canada, même si votre abuseur vous fait des menaces de déportation, de quoi que ce soit, c'est pas à eux de décider, c'est pas leur choix. Il y a des ressources et il y a de l'aide. Il y a de l'aide il y a de l'aide juridique, il y a de l'aide gratuite pour ces différentes choses. Les centres d'immigration aussi ont beaucoup d'informations, beaucoup d'aide. Même si si on a pris votre passeport, vous avez à le dire au centre d'immigration que c'est le cas. Et on va pouvoir faire des choses pour vous aider. Il y a des lettres d'urgence. Beaucoup de femmes restent parce qu'ils ont peur qu'on enlève leurs enfants. Ou ils veulent pas quitter sans leurs enfants, ou ils ont peur que le père va blesser les enfants ou va vous empêcher d'avoir contact avec eux, mais c'est en même temps, en cherchant de l'aide pour vous, vous cherchez de l'aide pour les enfants aussi. Et dans les abris acceptent les mères et les enfants. Il y a de l'aide pour garder les familles ensemble. C'est pour la victime et leurs enfants, on veut les garder ensemble. Donc, il y a des moyens, il y a des choses qu'on peut faire. Et encore, je vous rappelle le 211, c'est un des numéros les plus pratiques parce que c'est pas long à se rappeler. C'est comme le 911. Le 211, c'est gratuit. Tu peux appeler de n'importe quel téléphone, un téléphone public, un téléphone portable, maison, n'importe où. Et puis, ils peuvent vous donner de l'information et vous mettre en contact avec les bonnes ressources pour vous aider. Mais en termes de confinement, c'est délicat parce qu'on n'a vraiment jamais vécu quelque chose de semblable. Donc, c'est nouveau pour tout le monde. C'est nouveau pour toutes les agences, pour les différents départements. On apprend du jour en jour, de semaine en semaine, de différentes choses qu'on peut faire, qu'on peut améliorer. Donc, je souhaite à n'importe quelle femme en ce moment qui se retrouve dans cette situation, je vous souhaite courage. Je vous souhaite que vous preniez soin le plus possible de vous-même et que vous ayez la chance d'aller chercher de l'aide et au moins de parler à quelqu'un pour savoir que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et ça, c'est vraiment important à savoir parce que quand on se retrouve dans une relation abusive, on se sent seul et on se sent comme c'est notre faute et comme si personne d'autre n'a jamais vécu la même chose. Mais vous n'êtes pas seul. Oui, c'est beau d'entendre ça. Oui. C'est vraiment beau d'entendre ça.
Et moi, si je peux ajouter quelque chose, je dirais plus d'éviter la décalage verbal. Souvent, c'est ça l'élément déclencheur. Quand l'autre personne commence à parler, puis la deuxième personne répond, c'est là que ça cause de troubles. Et si vous sentez, par exemple, votre partenaire est vraiment en tension, il parle beaucoup, il faut juste éviter ça. C'est vraiment un grand élément déclencheur. Ayez votre maîtrise, la maîtrise de soi, c'est très important. Et en ce moment-là, quand la crise est là, il faut juste gober. Au lieu de faire la décalage verbal, souvent c'est ça qui amène les disputes plus loin et qui va à des contacts physiques. Et Julie, je sais que toi et moi, on a suivi des cours de CPI, de crise non violente dans le contexte de nos travails. Et puis, c'est d'apprendre les signes de l'escalade, les signes de tension verbale, comment quelqu'un va exploser. Et alors, des fois, c'est mieux juste si il faut réagir. Si quelqu'un, eux, ils montent leur volume, toi, tu dois parler de façon très calme, très relaxe, d'une voix basse, pas les rejoindre à la même, au même volume. Et si que des fois, c'est de laisser la personne, des fois, quelqu'un a besoin de laisser l'attention. On est frustré, on a de la tension qui monte la personne a de la tension qui monte en eux, et puis ils ont juste besoin d'une relâche. Et des fois, c'est la relâche, c'est verbal. Alors, s'il faut laisser la personne se défouler verbalement, et puis ensuite, ça peut aider juste c'est une relâche d'adrénaline, d'énergie, et ensuite, ça peut ramener le calme. Bon, c'est dans le contexte que moi, de ce que je fais en général, c'est le travail avec des personnes avec des déficiences intellectuelles. Mais je sais que quand j'ai travaillé dans des centres d'appel en service à la clientèle, j'ai utilisé le même concept avec certains clients qui n'étaient pas de bonne humeur et je leur laissais se vanter. Et moi, je disais rien, je leur laissais vanter. Parce que si toi, tu essaies de parler ou de parler au-dessus de cette personne quand ils sont rendus là, l'autre personne ne t'entend pas de toute façon. Ils sont absorbés dans leurs propres problèmes qu'ils ne sont pas en train d'écouter. Donc, tu perds ton temps à essayer de les calmer ou quoi que ce soit. Donc, laissez la personne se vanter, se défouler, et puis, en autant que ce n'est pas le défoulement physique. OK. On passe à la dernière question, puis il est 20h11. Bientôt, on va laisser la place à ceux qui nous ont rejoints dans cette plateforme pour poser des questions. L'avant-dernière question, comment une femme peut-elle sortir d'une relation abusive? Une femme qui vit dans une relation abusive, quels sont les moyens qu'elle peut faire pour sortir de cette relation-là? Bien, si tu ne sais pas où te tourner, je redis le 2 à 1 ici. C'est une bonne façon de parler. Encore, c'est la même chose. Parler à votre docteur, au docteur, à l'hôpital, à l'urgence, aller visiter un voisin. Des fois, c'est juste, vous avez une chance, puis prenez-la et regardez pas en arrière. On peut appeler la police, mais il y a les abris aussi. Il y a les abris pour femmes qui peuvent vous accueillir, les foyers d'accueil pour femmes, pour les enfants qui peuvent vous accueillir et vous aider. Possiblement l'église. Il faut juste pas la famille,
les amis, collègues. Si vous travaillez, parlez à vos collègues. S'il faut, laissez savoir à votre employeur que quelque chose se passe. Parce qu'eux aussi peuvent mettre des choses en place, des moyens en place pour vous protéger, pour vous aider. S'ils sont au courant de ce qui se passe, au voisinage aussi, s'il y a des gens, si les gens ont une idée de ce qui se passe, ben, ils peuvent garder un coup d'œil puis peut-être possiblement vous protéger. Mais parlez juste aux gens avec qui vous faites confiance. Parce qu'on ne veut pas que l'information retourne à l'abuseur non plus. Mais c'est vraiment ce que moi je recommanderais, basé sur ce que je connais pour l'instant. Toi, Julie, as-tu Non, je trouve que tu as tout dit. Oui, je trouve que tu as tout dit. Et si moi j'ajouterais, c'est être capable de dire non. Parce qu'à un moment donné, nous les femmes, on accepte, puis on devient dépressif sans se rendre compte. Et on vit dans une relation qui est abusive, puis ça commence à créer des répercussions partout, en famille, avec des collègues de travail, et on n'est pas capable vraiment de verbaliser qu'est-ce qu'on vit. On n'est pas capable de trouver la source de stress que nous vivons, alors que le stress est vraiment dans la famille, dans le cercle familial. Puis, c'est ma dernière question. Il te reste 2 minutes. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes filles qui aspirent au mariage et qui vivent avec un copain ou un fiancé ou, qui est violent, qui est abuseur? Quand on parle de la violence, là, je peux dire abus matériel, le finance, abus sexuel, puis psychologique. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes filles qui veulent aspirer dans une relation conjugale? Une relation conjugale, quelqu'un qui t'aime ne va pas t'abaisser. Si on t'aime, quelqu'un va essayer de te soulever. On ne va pas te faire sentir, ne veulent pas que tu te sens coupable ou te sens la personne ne vise pas à te faire sentir que tu dois avoir honte de quelque chose. Il y a le consentement. Dans les relations sexuelles, tu as le droit de dire non. N'importe quelle relation sexuelle que tu as le droit de dire oui ou non, et la personne n'a pas le droit de te forcer quoi que ce soit, que vous êtes mariés, vous êtes ensemble, ton corps appartient à toi. Et le consentement n'est pas garanti. Quelqu'un doit être vraiment alerte pour pouvoir donner leur consentement. Mais parlez aux gens, parlez aux autres, discutez. Ayez quelqu'un avec qui vous avez confiance. À l'école, vous avez vos enseignants, vous avez j'oublie c'est quoi en français, le conseiller à l'école, des services de counseling. Les employeurs aussi ont souvent des lignes d'aide avec les aides pour les employés. C'est des bonnes personnes à rejoindre. Mais demandez aux autres. Si vous questionnez si quelque chose est correct ou pas, demandez aux autres s'ils vivent quelque chose de semblable. Et écoutez votre cœur et votre intuition. Parce que s'il y a quelque chose, si vous doutez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ne vous doutez pas.
Si votre instinct vous dit que quelque chose va mal, écoutez votre instinct, n'ayez pas peur de l'écouter, puis restez pas. Parce que le plus longtemps qu'on reste, le plus difficile que c'est de quitter. Merci, Juliane. De rien? Excellente présentation. Moi, si je peux dire un mot, je dirais aux jeunes filles, avoir un copain ou un fiancé abuseur, il ne faut pas embarquer dans la relation parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous attendent, il y a beaucoup de stress dans le mariage. Je ne crois pas à une personne que tu ne vis pas avec. Si elle commence à être abusive, c'est comme c'est une relation qui n'aboutira pas. Parce qu'il y a d'autres stress qui viennent après. Donc, à mon avis, je conseille aux gens juste d'abandonner carrément la relation. Je laisse la période aux questions. On a Madame Thérèse qui nous rejoint, j'ai Kimia, j'ai Madame Lay. Et on vous laisse la parole. Il y a Christelle aussi qui est là. Si vous avez des questions, ben, Juliane est là, c'est votre tour de parler. Ne soyez pas gênés. Ok, Oui, bonsoir. Ça va? Oui, bonsoir, oui. Je dis d'abord merci à Julie de m'avoir invitée. J'ai une question pour Julie par rapport à ton association, je peux appeler ça comme ça, Service aux femmes. Pourrais-tu m'en parler un peu plus, parce que c'est la première fois que j'assiste à cette réunion. Parle-moi un peu plus de ce que tu fais, quelle aide tu offres, est-ce que ton service, c'est plus en Afrique ou j'aimerais en savoir un peu plus. Et la deuxième question, c'est pour Juliane, concernant la violence conjugale. Est-ce que dès le premier acte physique, par exemple, est-ce qu'il faut en parler tout de suite ou on se dit parfois, ben, c'est arrivé la première fois, je peux attendre, peut-être la personne va changer ou est-ce qu'il faut en parler tout de suite quand on remarque quelque chose? Donc, c'est ça mes deux questions. Merci, je prends la parole. Merci Thérèse d'être là et ça m'a fait énormément plaisir. Nous autres, on est Centre de femmes immigrantes en action au Canada et c'est vraiment nouveau. Ça a vu le jour en décembre 2019 et tout de suite après, il y a eu COVID, confinement et on était perdus. Il fallait qu'on fasse les lancements officiels en 2020. Et avec le confinement, on n'a pas pu faire les lancements officiels. C'est maintenant que nous avons décidé de se lancer en mode réseau. Et c'est une organisation non gouvernementale. On aide les femmes immigrantes comme intégration sociale, de ressources et autres services. Je vais t'envoyer un lien de notre site web. Tu peux aller visiter. Et donc, c'est ça. Puis, on a certaines régions de l'Afrique qu'on va soutenir, les femmes qui vivent dans des problèmes, dans des difficultés, comme des femmes qui sont violentées, des enfants qui travaillent encore jeunes. Et nous avons 3 régions. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a l'Ouganda, puis il y a le Congo, d'où je viens. Donc, c'est ça. Fait que je vais t'envoyer un lien, comme ça tu peux aller faire une visite pour voir qu'est-ce qu'on fait. Merci beaucoup d'être là. Et je passe la parole à Juliane. Je dirais que si quelqu'un a fait quelque chose une fois, les chances sont très bonnes, très hautes, que ça va se répéter. Ça va continuer. Et ça peut aller de pire en pire. Donc, la première fois, ça peut être juste un coup. Une prochaine fois, on pourrait te donner des coups de pied. On pourrait, c'est pas juste des coups, ça peut, même cracher sur quelqu'un, c'est considéré de l'abus. Mais les chances sont plus grandes que ça va augmenter. Donc, il faut en parler dès le début. Parle à quelqu'un.
il ne faut pas attendre que ça devienne trop, que ça devienne pire. Mais aussi, il y a des hommes qui, ça va être juste verbal et émotionnel pendant longtemps et des fois, ça va changer comme ça a toujours été comme ça, puis il va y avoir un événement déclencheur, puis ça va devenir mortel. Donc, il ne faut pas juste se fier sur l'acte physique que quelqu'un peut mener, mais vraiment sur leur comportement. Puis ici aussi, si on a une idée de leur moi, je dirais aussi essayer d'apprendre au sujet de leur passé parce que le passé se répète. Donc, si on a un indice que quelqu'un a vécu de l'abus quand ils étaient jeunes, c'est probablement ce qu'ils ont appris. Et ils ne connaissent pas d'autre façon de régler leur colère. Donc, ouais, non, moi, je ne serais pas d'avis de rester. Mais c'est très facile à dire et c'est une autre chose de faire. C'est quand quelqu'un ne vit pas l'événement, c'est très facile de donner des conseils à l'autre personne et de dire, vas-y, quitte-le, tu sais, qu'est-ce que tu fais là? Mais par le temps qu'on réalise, c'est souvent la femme a tellement été manipulée qu'elle ne le voit pas et elle ne voit pas d'autre choix. Et elle ne sait, elle a été tellement détruite qu'elle ne pense pas qu'elle sera capable d'être par elle-même. Donc, ouais. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Oui, de rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK, moi, je te pose la question. Oui, vas-y. Est-ce que une personne, par exemple, je dirais une femme qui est qui est amoureuse, OK? Oui. Est-ce qu'elle peut tout de suite remarquer que le partenaire est violent parce que elle aime la personne, puis elle veut pas le perdre? Est-ce qu'elle va remarquer qu'elle est dans une relation abusive? Pas toujours. Souvent, au début de la relation, c'est très charmeur. Et la personne va être très gentille, va lui faire beaucoup de compliments. Et une fois que la personne est tombée amoureuse, c'est souvent à ce moment-là que les choses vont changer. Et la personne fait leurs vraies couleurs vont sortir. Parce que aussi, il ne faut pas oublier que quand on rentre dans une relation, il y a les hormones, c'est tout beau, on se sent bien, on pense tout le temps à la personne et on ne voit pas le mal. On ne voit que les belles choses, les bonnes choses de la personne. Et la personne ne montre pas son vrai caractère au début parce qu'on essaye de mettre son meilleur. On veut présenter notre meilleur et non pas notre pire. Parce que si un abuseur montrait leur pire dès la première rencontre ou la deuxième rencontre, la plupart des femmes diraient « Hey, non, non, bye-bye ». Donc, non, c'est pas au début. Tu vas pas voir les couleurs de la personne au début, Julie. OK. Merci beaucoup. De Christelle, rien. as-tu quelque chose à dire? Moi, j'ai pas vraiment des questions. C'est juste que je remercie beaucoup Juliane et également aussi toutes les personnes qui ont été présentes pour cette conférence. C'est sûr que la violence conjugale est un sujet
est un sujet que beaucoup de femmes hésitent à aborder juste pour préserver leur foyer, préserver leur conjoint et aussi leurs enfants. Donc, c'est sûr que si on entend quelque chose autour de nous et qu'on peut aider ou on peut lui fournir des références comme ce que Juliane a donné, ça va aider en fait plus d'une personne. Donc, moi, c'est juste un remerciement pour toutes les personnes qui étaient présentes, la panéliste aussi. Et puis, c'est ça que j'ai à dire. J'ai apprécié vraiment la conférence et je pense qu'on a fait quand même le tour des questions. Et puis, voilà. Ben, ça m'a fait un grand plaisir, un grand honneur, Julie, de m'avoir invitée. Ça a été un grand plaisir. Et puis, n'importe quand. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Juliane, d'avoir accepté à participer à la conférence. Merci à toutes les personnes qui sont là sur la plateforme et je vous souhaite une bonne soirée et au plaisir de vous revoir dans d'autres sujets. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.